Bon, bonjour Laure Bécaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes une femme rare à la télévision, à tel point que c'est votre première interview en télé, la première sur BFM TV. Les Français qui nous regardent vous connaissent peu alors que vous avez un poste clé, vous êtes procureur de Paris. Ça veut dire que l'enquête sur l'évasion de Mohamed Amra, c'est vous. La lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, c'est vous, entre autres. La lutte contre les violences faites aux femmes, l'antisémitisme, la délinquance à Paris pendant les JO, c'est encore vous. On a donc beaucoup de questions à vous poser ce matin avec Vincent Ventigam, que je salue. Je vais commencer par l'enquête sur Mohamed Amra, une semaine tout juste après l'attaque du péage d'Incarville. Je sais que cette enquête est entourée évidemment du plus grand secret, et on le comprend. Mais en fin de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, donnait un élément. Il expliquait que les enquêteurs avançaient, progressaient. Est-ce que c'est aussi ce que vous nous dites ce matin ? Bien sûr, ce que j'ai envie de vous dire ce matin par rapport à cette affaire, sans évidemment rentrer dans les détails, vous l'avez dit, c'est que face à la détermination criminelle implacable des mises en cause, tous les enquêteurs restent mobilisés et le resteront le temps qu'il faudra, de même que les magistrats restent mobilisés et le resteront le temps qu'il faudra. Alors bien sûr, il y a des investigations à la fois recueil de témoignages, investigations techniques qui ne cessent de se développer et je ne doute pas que les investigations progressent et aboutissent de façon positive, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, par l'interpellation des auteurs de ces faits. Mais quand on dit que les investigations progressent, ça veut dire que vous avez le sentiment ce matin que les enquêteurs se rapprochent d'Amra et de ses complices ? En tout cas, ils ont des pistes sérieuses. Ils ont des pistes sérieuses. Il y a notamment deux pistes qui ont été évoquées depuis le début. J'allais dire celle évidente, qui est celle d'une évasion organisée par Amra et des complices, ou celle d'un enlèvement par un groupe rival. Est-ce que vous travaillez bien sur ces deux pistes-là aujourd'hui, et au moins sur ces deux pistes-là ? Nous travaillons sur tous ceux dans lesquels on doit travailler. Rien n'est exclu, tout est construit, tout est observé, tout est examiné. Bref, tous les moyens sont déployés. À l'heure actuelle, plusieurs centaines d'enquêteurs sont sur ce dossier, plusieurs magistrats, toute une section du parquet de Paris est mobilisée 24 heures sur 24 sur ces dossiers. Les juges des libertés et de la détention qui doivent nous accorder des techniques spéciales d'enquête sont mobilisés sur ces dossiers et je pourrais continuer à l'envi cette énumération. C'est une enquête hors norme ? C'est une enquête hors norme, mais nous le devons aux victimes, à leurs familles, à leurs proches et à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire qui servent la justice au quotidien. Quelle sera l'issue de cette enquête ? L'issue de cette enquête, ce dont je ne doute pas un instant, ça sera l'interpellation des auteurs et l'ouverture d'une information afin qu'ils répondent de leurs actes devant la cour d'assises. Je vais être très naïf devant vous ce matin, mais est-ce que vous dites à Amra, à ses fugitifs, rendez-vous ? Ça serait, je dirais, le mieux qu'ils puissent faire. En tout cas, ça les grandirait par rapport à cette action criminelle et cette violence extrême sans aucune limite, et je pèse mes mots en disant ça, et qui a été déployée sur le lieu des faits. Vincent ? Justement, vous parlez de violence extrême sans aucune limite. C'est quelque chose qui a marqué les esprits, cette violence, lors de cet événement au péage d'Incarville. Est-ce que ça dénote d'une évolution de la criminalité organisée, selon vous ? Est-ce que c'est inédit de voir un tel déchaînement de violence ? Et qu'est-ce que ça dit du niveau de la criminalité organisée aujourd'hui en France ? Ce qu'il faut garder en mémoire quand on traite de la très grande criminalité organisée ou de la criminalité organisée, c'est que c'est un monde où la seule doctrine est « la fin justifie les moyens ». Et si les moyens sont ceux de la violence, ils seront déployés. Et ils seront déployés à l'encontre des rivaux, ils seront déployés à l'encontre de ceux qui étaient vos amis et que considèrent comme des traîtres, ils seront déployés à l'encontre de ceux qui constituent des entraves à cette action criminelle. Et parmi ceux qui constituent des entraves, il y a bien sûr les fonctionnaires de police, il y a les agents de l'administration pénitentiaire. Mais regardez, ce temps de sidération, je crois qu'il faut le dire, face à cette violence qui s'est déployée au péage d'Incarville, eh bien, ne l'a-t-on pas ressenti déjà pour l'affaire d'Aurélie Fouquet ? Qui est une policière municipale qui avait été tuée lors d'une tentative de braquage. Absolument. Et donc, il faut vraiment garder en mémoire que cette violence, elle est vraiment sans limite lorsque la criminalité organisée veut atteindre ses buts. Et cette violence, elle se déploie aussi, je dirais, à l'encontre de victimes totalement innocentes. Le terme, je n'aime pas le terme, mais c'est victime collatérale. On a vu ce sujet à Nîmes, on l'a vu à Marseille, de cet enfant à Nîmes qui est atteint par un tir de rafale de Kalachnikov. C'était un enfant du quartier, si ça se trouve. Il croisait les auteurs de ceux qui l'ont atteint.
tous les jours au bas de son immeuble. Donc, véritablement, il faut conserver ça en mémoire. Tous les moyens sont bons pour la criminalité organisée. Ce qui nous percute le plus, si je puis dire, c'est la violence. Mais il y a les moyens de la corruption et les moyens de l'infiltration, de l'économie légale. Bref, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut être vigilant, pas très loin de nos frontières. Vous savez qu'il y a eu des journalistes qui ont été les cibles de ces groupes criminels. Il y a eu des avocats, des représentants de l'État de très haut niveau. On va Alors revenir nous n'en là-dessus. sommes pas là, nous ne sommes pas un narco-État. Justement, on va revenir là-dessus, sur ce terme de narco-État vigilant. et sur la corruption, Madame la procureure. Simplement, 2 questions encore sur ce qui s'est passé avec et autour de Mohamed Amra. Vous parlez de cette violence d'une certaine manière implacable, qui n'a laissé aucune chance aux agents. On a pu lire au moment de l'attaque, juste après l'attaque, comment dire, que les agents pénitentiaires avaient littéralement été exécutés. Est-ce que c'est aussi le terme que vous pourriez employer ce matin ? En tout cas, l'intention criminelle et homicide ne fait aucun doute dans ce dossier. Ce que vous nous dites aussi, c'est que cette violence, elle s'exerçait déjà il y a quelques années, mais on note quand même que parmi les mises en cause, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus armés, peut-être mieux organisés. Est-ce que la justice aussi s'organise en conséquence ? Est-ce qu'elle progresse aussi vite finalement que les criminels pour lutter contre leurs actions ? Alors bien sûr, nous nous organisons, ne serait-ce qu'au parquet de Paris. Vous savez qu'il y a à la fois la section qu'on appelle la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, et la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Et je dirais sur l'ensemble du territoire national, il y a des JIRS qui se répartissent et qui s'occupent de cette criminalité organisée. Alors bien sûr, on progresse parce qu'on apprend à connaître ces phénomènes de criminalité organisée, parce que par exemple, cette section, et singulièrement la JUNALCO, apprend à travailler avec et continue de travailler et travaille au quotidien avec les services les plus spécialisés, les offices centraux, avec les services de renseignement. On apprend aussi et je dirais, se bonifie, si je puis dire, dans cette lutte grâce aux relations internationales que l'on loue avec tous nos homologues sur l'ensemble du monde, si je puis dire. Rien qu'un exemple, par exemple, les magistrats de la JUNALCO, l'année dernière, ont fait 100 déplacements à l'étranger pour concrétiser. Mais après, la caractéristique de la criminalité organisée, c'est qu'elle est très adaptable et très réactive. Alors, on va voir comment elle s'adapte ici en France. Pardon, mais vous disiez vous-même, on n'est pas un narco-État. Et on entendait des sénateurs qui avaient travaillé sur la question dire, on n'est pas encore un narco-État. Qu'est-ce qui nous sépare de cet État-là ? Eh bien, c'est le fait que l'État de droit est complètement un narco-État, de mon point de vue. C'est le moment où l'État de droit est totalement à la main des organisations criminelles. Pour le moment, ces organisations criminelles cherchent à infiltrer l'État de droit. Mais la lutte contre la corruption, y compris auprès d'agents de l'État, y compris peut-être au sein de magistrats, c'est aussi des choses qu'on a vues dernièrement. Je pense notamment à Avignon avec une affaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui arrive déjà, qui vous préoccupe ? Alors bien sûr, cette lutte contre la corruption, là aussi, elle doit faire l'objet de toutes nos attentions collectivement. Alors, il faut dire, s'il y a plus de dossiers, c'est difficile de répondre à la question. Pourquoi ? Parce que maintenant, systématiquement, dans tous les dossiers, c'est un sujet que l'on explore. Y a-t-il eu corruption dans ce dossier ? Avant, ce n'était pas forcément le cas. Avant, c'était plus la révélation à l'occasion d'un dossier qui faisait la révélation de la corruption. De surcroît, les alertes qui nous ont été données par des dossiers précédents, notre meilleure connaissance, encore une fois, de la criminalité organisée, font que l'on examine tous les champs. Et c'est sûr que nous ouvrons de plus en plus de dossiers où cette qualification de corruption est retenue. Mais est-ce que parce qu'on sait chercher, parce que les administrations... Parce qu'il y avait un déni avant ? Il n'y avait pas un déni, mais on se disait que ça ne pouvait être qu'exceptionnel. Et là, quand on voit les moyens de la criminalité organisée, on se dit que de toute façon, c'est un moyen qu'ils vont utiliser. Mais ça leur est utile. L'accès aux fichiers, l'accès au sein des maisons d'arrêt pour savoir comment on peut obtenir une remise en liberté, y compris extorquer au niveau du droit, si je puis dire. Tout ça, ça vous le voyez dans les dossiers. Pour expliquer à ceux qui nous regardent, ça, vous le voyez dans les dossiers. C'est-à-dire que des organisations criminelles arrivent avec des liasses de billets pour tenter d'obtenir des informations auprès de policiers, de magistrats, tenter d'obtenir des résultats qui leur sont favorables. Ça peut être à coup de liasses de billets, ça peut être par la menace,
Ça peut être par, je dirais, une première prise de contact anodine, et puis du coup, l'interlocuteur tombe dans le piège de la corruption et ne sait plus comment s'en sortir face à des réseaux qui sont encore une fois extrêmement violents. J'appelle votre attention sur un dossier qui a été récemment jugé, je crois, à Lille, où un docker avait été assassiné. Parce qu'au début, je crois que c'est le dossier qui l'a démontré, même si c'est pas moi qui ai suivi ce dossier, il avait été un peu piégé par cette organisation criminelle et il avait voulu s'en défaire. Donc, tous les moyens, encore une fois, je pense que si on doit retenir une chose, c'est que notre cerveau ne doit pas rester sur des plages déjà connues. On doit se dire, tous les moyens sont bons pour la criminalité organisée, donc, quel est nos points de faiblesse ? Et comment on peut faire une action d'entrave. Je vous ai lu, vous dites aucun service n'est à l'abri, et quand je dis ça, je me le dis aussi à moi-même. Bien sûr. Vous avez une longue carrière de procureur, vous êtes passé dans différentes juridictions. Est-ce qu'il vous est arrivé, à vous aussi, d'être approché ? Ah non, moi jamais. Le hasard, la chance. Le hasard ou la chance ? Peut-être la conscience que ce serait peut-être un peu risqué pour l'intéressé, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous... Non, mais on n'en est pas encore à ce stade-là ? Non. Non. De pression sur la procureure de Paris, par exemple. Non, pas encore. Mais donnez pas trop d'idées à mes adversaires. Non, mais parce que vous parliez de l'étranger. Les organisations que l'on connaît, que l'on a vues à l'œuvre aux Pays-Bas, par exemple, la Mokromafia, des organisations de Colombiens, de trafiquants colombiens, etc. Est-ce que ces organisations-là sont présentes en France d'ores et déjà ? Alors, certaines organisations, pas nécessairement celles-là, mais certaines organisations d'aussi haut niveau sont effectivement présentes en France. Tout à l'heure, vous parliez de la coopération internationale, notamment avec les magistrats de la Junalco qui ont effectué une centaine de déplacements. On le sait, il y a certains États avec lesquels la coopération peut s'avérer compliquée. Par exemple, les trafiquants français qui sont installés à Dubaï aujourd'hui. Vous leur dites quoi ? Vous traitez comment cette affaire ? Comment est-ce qu'on peut faire pour leur demander des comptes ? Nous traitons cette difficulté avec obstination et détermination. C'est-à-dire qu'on se dit que l'eau va finir par user la pierre, si vous me passez cette expression. D'abord, déjà, il y a quand même une grande avancée tout à fait récente. Vous savez que le garde des Sceaux a installé un magistrat de liaison. Et peut-être que ce qui pouvait provoquer des difficultés par l'incompréhension de nos systèmes judiciaires respectifs va être levé. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'aucun État n'a envie d'être connu sur la plaque mondiale comme étant un État de refuge de l'ensemble des trafiquants de la planète. Et que tout ça évoluera parce qu'il y a aussi une question de réputation, autant le dire. Et je veux être convaincu que des signaux positifs nous seront donnés, notamment sur tous les dossiers qu'on a à Dubaï, que ce soit l'arrestation de personnalités de haut vol de la grande criminalité organisée, que de la saisie des avoirs criminels qui serait très intéressant de faire là-bas. Il faut un nouveau statut de repenti pour convaincre justement ces trafiquants-là de quitter le trafic et de rejoindre le côté clair de la force ? Alors, moi, je me suis prononcé positivement pour ce nouveau statut de repenti déjà, tout simplement parce que face, encore une fois, à l'ampleur de cette menace, tous les moyens doivent être déployés pour qu'on soit plus performant. Et il me semble que ce nouveau statut de repenti pourrait permettre une performance accrue. On a plusieurs questions encore, et le temps file. Question sur l'antisémitisme, Vincent ? Oui, justement, on le voit, c'est quelque chose, depuis l'attaque du 7 octobre, on est confronté à cette vague d'antisémitisme avec des incidents qui ont encore marqué ce qui s'est passé à Rouen la semaine dernière. Comment vous, à votre niveau, vous prenez en compte cette nouvelle réalité ? Quels moyens vous y accordez pour gérer cette lutte, et pour quels résultats aujourd'hui ? La lutte contre toutes les discriminations fait partie, évidemment, des priorités de politique pénale du parquet de Paris et que j'ai posé au sein du parquet de Paris. Alors, sur cette lutte, je dirais, contre l'antisémitisme et contre toute forme de discrimination, il y a deux sujets. Il y a le sujet, j'allais dire, des actes au concret, qui sont avec cette circonstance aggravante d'antisémitisme, des agressions, des atteintes aux biens. Et donc, évidemment, tout cela se conduit par des services extrêmement spécialisés, là aussi, de la plaque parisienne, pour ne pas la nommer la sûreté territoriale, par exemple. Et puis, nous avons cette circonstance aggravante qui est systématiquement retenue dans les poursuites, ce qui entraîne une augmentation des peines encourues. Et puis, il y a tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux,
fallait bien que j'y vienne. Mmh. Et là, vous savez qu'à Paris, il y a une section tout à fait particulière qu'on appelle le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui elle-même a des liens tout à fait exceptionnels avec tous les hébergeurs. Donc nous pouvons faire des réquisitions et nous identifions les auteurs. Si j'ai un message à faire passer ici, c'est que ceux qui se livrent à ce type de déclaration ne se croient pas à l'abri. On ne peut pas se Ils ne planquer le sont derrière pas. l'anonymat des réseaux. L'anonymat des réseaux sociaux existe rarement. Ça a Et- suscité aussi une forme de polémique politique parce que dans ce filet de la lutte contre la haine en ligne, on a retrouvé dernièrement Mathilde Panot notamment ou Rima Hassan qui ont été entendus en audition libre pour répondre à de soupçons d'apologie du terrorisme. Est-ce que pour vous, ça fait partie de cette réalité-là Est-ce que c'est aussi le rôle de la justice d'aller regarder dans les déclarations politiques pour voir si elles n'ont pas franchi la ligne à un moment donné? Jamais je n'irai regarder dans les déclarations politiques. Simplement, mon rôle, c'est lorsque des plaintes sont déposées au parquet de Paris pour une analyse qui me serait propre, je décide d'en mettre certaines à la poubelle et de traiter d'autres. Là, tout simplement, il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées. Il y a eu des analyses préalables sur ces plaintes avaient un fondement juridique. De fait, elles pouvaient l'avoir. Aux intéressés de s'expliquer. Sauf que la base, c'était bien un discours politique. C'était notamment des communiqués, c'était bien un discours politique. Je n'ai pas été les chercher. Mhm. Et Vous je les a dirais signalés, c'est ça, et vous êtes on les obligé a les de signalés, regarder. et à partir du moment où il y a une plainte, qu'est-ce qui m'autorise, moi, procureur de la République, à décider que cette plainte, je ne la traite pas? Mais est-ce qu'il y a, d'une certaine manière, dans ces affaires-là, par exemple, il peut y avoir une instrumentalisation où on dépose plainte précisément parce qu'on sait que derrière, la machine peut se mettre en marche et qu'elle peut gêner des adversaires politiques? Je ne vais pas me... Enfin, c'est mais difficile de répondre à cette question. On dit souvent que la justice est instrumentalisée dans bien des domaines. Après, nous étions dans un contexte extrêmement lourd et les associations qui déposaient plainte ont déposé nombre de plaintes pour des faits qui traduisaient dans quelle, je dirais, situation d'insécurité pouvait se trouver l'ensemble de la communauté juive sur notre territoire après le 7 octobre. Il nous reste 2 minutes, Laure Bécois. Je voudrais qu'on parle des Jeux Olympiques qui arrivent dans 66 jours. Est-ce que ce sera aussi les JO de la délinquance? Est-ce que vous vous attendez aussi à ça? Alors, je n'ai pas forcément de boule de cristal pour vous répondre. En tout cas, nous avons fait en sorte d'être au niveau de la manière dont s'est préparée la préfecture de police, avec laquelle nous avons eu des échanges réguliers. Et en fait, nous n'attendons pas, sauf exception, à un changement notable de la nature de la délinquance, mais à une volumétrie augmentée. C'est-à-dire plus de vols, plus d'arnaques, plus de tout. Sous réserve il y aura évidemment des attaques cyber, il y aura évidemment des infractions liées au JO, des escroqueries au logement, des choses. Mais en fait, oui, plus de tout. Et donc en face, plus de magistrats, plus d'audiences, plus de réponses pénales. Donc vous serez sur le pont aussi cet été? Absolument. Bon, le dopage, ce sera vous aussi? Absolument, parce que nous sommes aussi le pôle santé publique. Donc, toutes les infractions de dopage qui sont commises dans la zone de compétence du pôle de santé publique seront traitées par le parquet de Paris. Mais j'aurai la chance de partager partie de ces événements avec mon homologue de Marseille, qui est le second pôle santé publique. J'espère que vous les partagerez aussi avec nous. Eh bien, écoutez, si vous m'invitez. Merci beaucoup, Merci. en tout cas, Madame la procureure, d'avoir été avec nous pour votre première interview télé. C'était ce matin donc sur BFM TV. Merci beaucoup, Laure Bécois, d'avoir été en direct ce matin dans ce live.